15 étoiles du grand écran, fauchées par une crise cardiaque, ont bouleversé le monde du cinéma. Derrière leur sourire et leur triomphe, le destin a frappé sans prévenir. Ce soir, découvrez les dernières heures de ces légendes dont le cœur s'est arrêté alors que leur gloire brillait encore. Numéro 1. Louis de Funès. Le 27 janvier 1983, la France entière s'est réveillée sous le choc. Ce matin-là, dans sa maison de Saint-Germain-des-Prés, l'acteur le plus aimé du pays a été victime d'une crise cardiaque foudroyante. Quelques heures plus tôt, il avait encore parlé avec son épouse Jeanne, plaisantant comme à son habitude, préparant de nouveaux projets malgré ses 68 ans. Mais son cœur, déjà fragile depuis un premier infarctus quelques années auparavant, n'a pas supporté la tension d'une vie passée à faire rire des millions de spectateurs. La nouvelle s'est répandue en quelques minutes. Les radios ont interrompu leur programme, les journaux ont titré sur la disparition du génie du comique à la française. Dans les rues, les passants échangeaient la même phrase « Ce n'est pas possible, pas lui ». Son humour rapide, ses mimiques inimitables, sa voix nerveuse étaient devenues une part du quotidien des Français. De Funès, c'était le rire familial du dimanche soir, le visage de films cultes comme La Grande Vadrouille, Les Gendarmes de Saint-Tropez ou Rabbi Jacob. Ses collègues se souvenaient d'un homme obsédé par le travail, exigeant sur chaque geste, chaque silence. Sur les plateaux, il voulait tout contrôler, répétant sans relâche jusqu'à obtenir le rythme parfait. Derrière cette énergie, il cachait une grande timidité et une santé fragile. Il vivait retiré à la campagne, loin du tumulte, entre ses rosiers et son piano, cherchant un peu de paix après des décennies de tournage effréné. Lorsque le cercueil de Louis de Funès a été porté à Saint-Pierre de Nantes, des milliers de personnes se sont rassemblées dans un silence inhabituel. Les enfants pleuraient un héros du rire, les adultes perdaient un compagnon de jeunesse. À la télévision, les rediffusions de ces films ont battu des records d'audience, preuve que son charme demeurait intact. Aujourd'hui encore, chaque génération redécouvre ce visage expressif et cette manière unique de transformer la colère en éclats de rire. Louis de Funès n'a pas seulement marqué le cinéma français, il a offert une forme de thérapie collective par l'humour. Son départ brutal rappelle que même les plus grands maîtres du rire ne sont pas épargnés par la fragilité humaine. Pourtant, à chaque fois que l'on entend son fameux cri de colère ou son rire saccadé, c'est comme si le cœur du cinéma français battait encore un peu plus fort. Numéro 2. Yves Montand. Le 9 novembre 1991, sur le plateau du film IP5, près de Senlis, l'acteur s'effondre soudainement. La scène devait être simple, une prise de quelques minutes sous le vent froid de l'automne. Montand, affaibli par la fatigue mais déterminé à finir le tournage, refuse de se reposer. Quelques instants plus tard, une douleur fulgurante traverse sa poitrine. Il s'écroule devant l'équipe, victime d'une crise cardiaque. Les secours arrivent vite, mais le destin avait déjà décidé. À 70 ans, la voix rauque et le sourire mythique de Montand s'éteignent, laissant la France orpheline d'un monument. Cette journée grise de novembre a marqué la fin d'une époque. Yves Montand n'était pas seulement un acteur, il était la mémoire vivante du cinéma d'après-guerre, l'incarnation de la passion, du charme et de la liberté artistique. Né Yves Olivi à Monsumano, en Italie, il avait fui la misère avec sa famille pour trouver refuge à Marseille. C'est là qu'il découvre le music-hall, la scène, la lumière et cette manière unique d'habiter les chansons comme s'il les vivait. Sa carrière connaît un essor fulgurant après sa rencontre avec Édith Piaf. Elle façonne son style, l'introduit dans le Paris des cabarets et des tournées prestigieuses. Montand conquiert ensuite le grand écran avec des rôles marquants dans Le Salaire de la peur, Z, La folie des grandeurs ou Jean de Florette. Derrière le charme du chanteur se cachait un comédien exigeant, habité par le besoin de vérité dans chaque geste. Sa mort sur un plateau de tournage symbolise le dévouement total à son art. Quelques jours avant le drame, il confiait à un ami qu'il se sentait fatigué mais heureux de tourner encore. Il voulait rester debout, actif, jusqu'au bout. Le public l'a compris. À Paris, les hommages ont afflué de toutes parts. Des bouquets s'entassaient devant les cinémas, des voix fredonnaient les feuilles mortes, ce poème musical devenu éternel. Pour beaucoup, Yves Montand représentait l'élégance française, cette alliance rare entre simplicité et grandeur. Sa disparition brutale a laissé un vide que personne n'a su combler. Pourtant, chaque fois que sa voix résonne à la radio ou qu'un de ses films repasse à la télévision, c'est comme si le temps s'arrêtait un instant. Yves Montand vit encore dans la mémoire collective, là où le talent et la passion défient la fragilité du cœur. Si ces histoires vous touchent,
Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des destins qui ont marqué le cinéma à jamais. Numéro 3. Serge Gainsbourg. Le 2 mars 1991, à son domicile de la rue de Verneuil à Paris, l'artiste s'éteint soudainement des suites d'une crise cardiaque. Il était seul dans la nuit, entouré de ses manuscrits, de ses disques et d'un silence inhabituel. Quelques heures plus tôt, il avait reçu des amis, plaisanté, parlé de nouveaux projets. Rien ne laissait présager que cette nuit serait sa dernière. Le matin, la nouvelle se répand comme une onde de choc. Paris se fige. Le monde artistique retient son souffle. Le poète provocateur, le compositeur de génie, celui qu'on appelait Gainsbourg, n'est plus. Sa disparition plonge la France dans une mélancolie profonde. À 62 ans, Serge Gainsbourg laisse derrière lui une œuvre immense, faite de mots ciselés, de mélodies audacieuses et d'une liberté sans égale. Né Lucien Ginsberg à Paris, fils d'un pianiste russe, il grandit au rythme du piano familial et des rues bohèmes de Montmartre. Très tôt, il choisit de faire de la provocation une forme d'art. Sa plume devient une arme douce et ironique, un miroir de la société française. Des chansons comme La Javanaise, Je t'aime moi non plus, ou L'homme à tête de chou ont marqué plusieurs générations. Derrière les scandales, il y avait un perfectionniste exigeant, un mélodiste raffiné, un homme obsédé par la beauté des mots. Il écrivait souvent la nuit, une cigarette à la main, composant des vers qui semblaient flotter entre tendresse et révolte. Dans les dernières années, son cœur montrait déjà des signes de faiblesse. Ses proches parlaient d'un homme fatigué, miné par le stress et les excès, mais toujours animé d'un feu intérieur. Sa maison, couverte de graffitis laissés par les fans, est devenue un lieu de pèlerinage. Des centaines de personnes s'y sont rassemblées le jour de sa disparition. Les fleurs, les bougies et les lettres d'adieu s'accumulaient sur le trottoir de la rue de Verneuil. À la télévision, les images de ses interviews repassaient en boucle. On revoyait son humour grinçant, sa voix grave, sa lucidité désarmante. Les artistes de tous horizons saluaient un génie moderne, un poète qui avait osé tout dire, même ce que la société voulait taire. Serge Gainsbourg a laissé une empreinte indélébile sur la culture française. Son cœur s'est arrêté, mais ses mots, eux, continuent de battre dans celui de chaque auditeur. Numéro 4. Frank Sinatra. Le 14 mai 1998, à Los Angeles, l'une des voix les plus célèbres du XXe siècle s'éteint à la suite d'une crise cardiaque. Ce soir-là, il venait de rentrer d'un dîner en famille. Son état de santé, déjà fragile depuis plusieurs mois, inquiétait son entourage. Vers 20 et 1 heure, il ressent une douleur vive dans la poitrine. Les secours sont appelés, mais le temps joue contre lui. À 82 ans, Frank Sinatra quitte la scène de la vie, laissant derrière lui un héritage musical qui traverse encore les générations. La nouvelle bouleverse non seulement les États-Unis, mais aussi la France, où il était adoré depuis des décennies. Les radios françaises interrompent leurs programmes pour diffuser ses chansons les plus célèbres. My Way, Strangers in the Night et Fly Me to the Moon résonnent dans les foyers comme une prière douce et nostalgique. Pour beaucoup, Sinatra n'était pas seulement un chanteur, il incarnait le rêve, la classe et la force tranquille d'une époque révolue. Né à Hoboken, dans le New Jersey, en décembre 1915, Frank Sinatra grandit dans une famille d'immigrés italiens. Dès l'enfance, il montre un don rare pour la musique et une sensibilité qui le distingue. Dans les années 40, il devient une idole absolue, un phénomène de société. Ses concerts attirent des foules immenses, et sa voix de velours fascine le public féminin autant que les critiques. Au cinéma, il se fait aussi un nom. Dans From Here to Eternity, il prouve qu'il n'est pas seulement une voix, mais un véritable acteur capable d'émouvoir sans artifice. Sa carrière traverse les décennies, résistant aux modes et aux changements culturels. Même lorsqu'il vieillit, sa prestance reste intacte. Chaque apparition télévisée devient un événement, chaque concert un adieu suspendu dans le temps. En France, son influence se ressent dans les cabarets, les interprètes et la façon d'aimer les grandes chansons. Sa version française de My Way, devenue comme d'habitude grâce à Claude François, a lié à jamais son nom à la culture francophone. Sa mort a été ressentie comme la fin d'une ère, celle où la voix suffisait à tout dire, sans effet, sans artifice. Frank Sinatra demeure aujourd'hui une légende intemporelle. Derrière le chanteur impeccable et le smoking noir, il y avait un homme profondément humain, sensible, passionné, parfois tourmenté. Son cœur s'est arrêté, mais sa musique, elle, continue d'apaiser le monde, note après note, mot après mot. Numéro 5, Orson Welles.
Le 10 octobre 1985, à son domicile de Los Angeles, le grand réalisateur et acteur américain est retrouvé sans vie, victime d'une crise cardiaque. Ce matin-là, il s'était levé tôt pour écrire. Sa table était couverte de notes et de manuscrits. À 70 ans, il préparait encore de nouveaux projets, fidèle à son esprit insatiable et à son amour du cinéma. Le monde apprend la nouvelle quelques heures plus tard, et c'est tout Hollywood, mais aussi la France, qui s'incline devant ce géant disparu. Orson Welles avait toujours entretenu un lien particulier avec le public français. Depuis la sortie de Citizen Kane, son chef-d'œuvre absolu, la critique française l'avait reconnu comme un visionnaire. Les cahiers du cinéma voyaient en lui un poète du 7e art, un inventeur de formes, un homme qui avait osé bousculer les règles du montage, de la lumière et du récit. Pour beaucoup de cinéastes français, de Truffaut à Godard, Welles représentait la liberté totale, la preuve qu'un film pouvait être un acte de création pure. Né à Kenosha dans le Wisconsin, en mai 1915, Orson Welles fut un prodige. À 23 ans, il bouleverse l'Amérique avec sa pièce radiophonique inspirée de la guerre des mondes, semant la panique dans tout le pays. 3 ans plus tard, il signe Citizen Kane, film désormais considéré comme l'un des plus importants de l'histoire du cinéma. Pourtant, cette audace lui coûtera cher. Longtemps marginalisé à Hollywood, il trouve en Europe un refuge et une admiration sincère. La France devient pour lui une seconde patrie. Il y tourne, il enseigne, il est accueilli dans tous les festivals. Dans ces dernières années, sa santé se fragilise. Ses proches évoquent un homme toujours habité par le travail, incapable de ralentir. Même affaibli, il continue d'écrire, de penser, de rêver à de nouveaux projets. Sa disparition, calme et soudaine, semble être à son image, celle d'un homme qui ne voulait pas vieillir sous les projecteurs. Les hommages affluent des deux côtés de l'Atlantique. En France, la Cinémathèque lui consacre une rétrospective grandiose. Des générations entières de spectateurs redécouvrent la puissance de son regard, la profondeur de sa voix, la modernité de son œuvre. Orson Welles a fait du cinéma un art de la vérité et de l'émotion. Le 10 octobre 1985, son cœur s'est arrêté, mais son œuvre, elle, continue d'inspirer ceux qui croient encore à la magie des images. Numéro 6, Omar Sharif. Le 10 juillet 2015, au Caire, l'acteur égyptien s'éteint à la suite d'une crise cardiaque. Il se trouvait dans un hôpital de la capitale, suivi depuis plusieurs semaines pour des problèmes de santé. Ce matin-là, le monde du cinéma apprend la nouvelle avec stupeur. L'homme qui avait fait rêver des millions de spectateurs par son regard profond et son élégance naturelle n'est plus. En France, où il avait tourné et vécu une partie de sa vie, la tristesse est immense. Omar Sharif représentait le raffinement, le mystère et la passion. Né Michel Chaloub en avril 1932 à Alexandrie, il grandit dans une famille aisée et découvre très tôt le goût des arts et de la littérature. Polyglotte, cultivé, il parle couramment l'arabe, l'anglais et le français. Ses débuts au cinéma égyptien dans les années 50 attirent rapidement l'attention. Mais c'est Lawrence d'Arabie, en 1962, qui change tout. Son interprétation du prince Ali le propulse au rang de star mondiale. Le film triomphe à Paris, et la France découvre un acteur à la beauté rare et au jeu tout en retenue. 3 ans plus tard, il confirme son talent dans Dr Zhivago, drame romantique devenu un classique. Sa capacité à exprimer la douleur, la passion et la nostalgie sans excès fait de lui un comédien unique. Le public français l'adopte. Il tourne dans plusieurs productions européennes, s'exprime en français avec aisance et charme, fréquente les cercles artistiques de Paris et de Cannes. Dans sa vie privée, Omar Sharif reste un homme discret, passionné par le bridge, qu'il pratique à un niveau presque professionnel. Il voyage sans cesse, partage sa vie entre le Caire, Paris et Londres. Malgré la célébrité, il garde une forme de mélancolie, un sentiment de solitude que ses proches décrivent souvent. Le jour de sa disparition, des hommages spontanés affluent du monde entier. À Paris, des bouquets de fleurs sont déposés devant les cinémas où ses films sont projetés. Les médias rappellent son élégance, sa voix douce et son regard inoubliable. Dans les jours qui suivent, ses anciens partenaires de tournage évoquent un homme d'une grande gentillesse, toujours attentif aux autres. Omar Sharif laisse derrière lui une filmographie prestigieuse et une image intemporelle. Pour la France, il restera à jamais cet ambassadeur du charme oriental et du cinéma humaniste, celui qui, d'un simple regard, savait dire ce que les mots ne pouvaient exprimer.
Si vous aimez redécouvrir ces destins exceptionnels, abonnez-vous pour suivre la suite de notre voyage au cœur du cinéma. Numéro 7, Lino Ventura. Le 22 octobre 1987, à Saint-Cloud, près de Paris, l'acteur franco-italien s'effondre soudainement, terrassé par une crise cardiaque. Il venait de passer une soirée calme avec sa famille, dans la maison où il aimait se retirer après des décennies de tournage. À 68 ans, celui que le public considérait comme l'incarnation du courage et de la droiture quitte la scène dans un silence inattendu. Le lendemain, la France entière se réveille en deuil. Né Angelo Borini Ventura à Parme, en Italie, en juillet 1919, il arrive en France très jeune avec ses parents. Avant de devenir acteur, il fut lutteur professionnel, remportant plusieurs titres dans les années 40. Ce passé d'homme de discipline et d'effort marquera toute sa carrière. Quand le cinéma le découvre, il a déjà ce visage ferme, cette présence imposante qui ne joue pas, mais vit chaque scène. Son premier grand rôle, dans Touchez pas au Grisby en 1954, révèle un talent brut. Jean Gabin le remarque et le soutient. Très vite, Ventura devient une figure incontournable du polar français. Des films comme Les Tontons Flingueurs, Un papillon sur l'épaule ou L'Armée des ombres font de lui une légende. Sa manière de jouer, à la fois sobre et intense, touche un public immense. Il n'a jamais eu besoin de mots inutiles. Un regard suffisait à dire tout ce qu'il pensait. Mais Lino Ventura, derrière l'écran, était bien plus qu'un acteur. C'était un homme de valeur, fidèle, pudique, profondément humain. En 1966, il fonde l'association Perce-Neige, destinée à venir en aide aux enfants handicapés. Ce geste, simple et sincère, montre un cœur immense sous une apparence sévère. Il refusait la politique et les mondanités, préférant consacrer son énergie à des causes concrètes. Sa disparition, soudaine et paisible, a bouleversé le monde du cinéma. Les journaux parlaient d'un rock qui s'est éteint, d'un symbole d'intégrité. Des milliers de personnes se sont réunies pour lui rendre hommage. Sur les plateaux, on murmurait qu'il avait tourné jusqu'à la limite de ses forces, sans jamais tricher, sans jamais se plaindre. Encore aujourd'hui, ces films continuent d'être diffusés à la télévision française. Chaque rediffusion rappelle ce qu'il représentait, la force tranquille, la justice, la sincérité. Lino Ventura a quitté ce monde comme il a vécu, dignement, discrètement, laissant derrière lui l'image d'un homme vrai, dont le cœur n'a jamais cessé d'aimer profondément la France et son public. Numéro 8, Peter Sellers. Le 24 juillet 1980, à Londres, l'acteur britannique s'éteint à la suite d'une crise cardiaque survenue dans un hôtel de la capitale. Il s'y trouvait pour un séjour de repos avant de commencer un nouveau projet de film. À 54 ans, l'homme qui avait fait rire le monde entier avec son génie comique quitte la scène sans adieu. La nouvelle tombe au matin et provoque une onde de tristesse immense, particulièrement en France, où ces films de la série La Panthère Rose étaient adorés par des générations entières. Peter Sellers, de son vrai nom Richard Henry Sellers, était né à Southsea, sur la côte sud de l'Angleterre, en septembre 1925. Fils d'artiste de music-hall, il monte sur scène dès l'enfance et développe un talent extraordinaire pour l'imitation et la comédie de situation. Dans les années 50, il devient l'une des voix les plus connues de la radio britannique grâce à l'émission The Goon Show. Son humour absurde et son sens du rythme fascinent le public. Le cinéma le révèle au monde. Avec Dr Folamour de Stanley Kubrick, il incarne 3 personnages différents, démontrant une virtuosité rare. Puis vient le rôle de l'inspecteur Clouseau, ce policier maladroit au cœur tendre, devenu un symbole du rire universel. En France, on l'associe immédiatement à un comique élégant et raffiné. Sa gestuelle, son accent, sa manière de transformer chaque maladresse en art en font une figure unique. Mais derrière le masque du clown se cachait un homme fragile, inquiet, souvent solitaire. Ses proches racontent qu'il doutait en permanence de lui-même, oscillant entre éclats de rire et moments de silence. Son cœur, déjà fragilisé par des années de stress, lui avait donné plusieurs avertissements. Malgré cela, il continuait à travailler sans relâche, cherchant la perfection dans chaque scène. Le jour de sa disparition, les hommages affluent du monde entier. À Paris, plusieurs cinémas projettent immédiatement ses films. Des spectateurs sortent en larmes après avoir revu un shot dans le noir, preuve que le rire, parfois, peut aussi faire pleurer. Les journaux évoquent un artiste à la fois génial et tourmenté, un homme qui avait compris la comédie comme une manière de survivre à la vie. Peter Sellers reste dans la mémoire collective comme un inventeur de rire et de tendresse.
Son personnage de Clouseau continue d'enchanter le public, rappelant qu'au-delà des maladresses, c'est souvent la sincérité du cœur qui touche le plus. Numéro 9. Vittorio Gassman. Le 29 juin 2000, à Rome, l'un des plus grands acteurs italiens s'éteint paisiblement à la suite d'une crise cardiaque survenue dans son sommeil. Il avait 77 ans. Ce matin-là, l'Italie entière est frappée par la nouvelle. En France aussi, le choc est profond. Vittorio Gassman, avec son charisme et sa voix inoubliable, faisait partie de ces comédiens européens qui avaient conquis le cœur du public français. Né à Gênes en septembre 1922, il grandit dans une famille où la culture et le théâtre occupent une place essentielle. Très jeune, il rejoint l'Académie d'art dramatique de Rome et révèle un talent éclatant pour la tragédie classique. Il débute sur scène avant de se tourner vers le cinéma après la guerre. Son élégance, sa stature imposante et sa diction parfaite le distinguent aussitôt. Dès les années 50, il devient une figure majeure du cinéma italien, travaillant avec des réalisateurs de renom tels que Dino Risi, Mario Monicelli ou Ettore Scola. Son rôle dans Le Fanfaron en 1962 lui offre une renommée internationale. Le film triomphe aussi en France, où Gassman incarne à la perfection la séduction, la légèreté et la mélancolie de l'homme moderne. Ses collaborations avec des acteurs français comme Jean-Louis Trintignant renforcent ce lien artistique entre Rome et Paris. Le public hexagonal le considère bientôt comme un acteur familier, à la fois drôle et profond. Dans les années 70 et 80, Vittorio Gassman explore des rôles plus sombres et introspectifs. Il enseigne, met en scène, écrit, tout en conservant une passion intacte pour son métier. Il disait souvent que jouer, c'était respirer. Ses proches racontent qu'il ne pouvait pas imaginer une journée sans théâtre, sans mots, sans émotions à transmettre. Malgré le succès, il reste un homme discret, réservé, parfois mélancolique. Son cœur, fatigué par une vie intense, finit par le trahir au début de l'été 2000. Sa disparition provoque un élan d'hommage dans toute l'Europe. Les chaînes françaises rediffusent ses grands films, rappelant combien son jeu avait marqué le cinéma continental. Les funérailles à Rome rassemblent une foule immense. Artistes, étudiants et anonymes viennent saluer une dernière fois ce maître du jeu et de la parole. Vittorio Gassman laisse l'image d'un artiste total, passionné par la beauté du verbe et la vérité du sentiment. Dans la mémoire des spectateurs français, il demeure ce visage à la fois fier et tendre, symbole d'un cinéma où le cœur battait au rythme de l'émotion. Numéro 10. Joe Dassin. Le 20 août 1980, à Papeete, sur l'île de Tahiti, le chanteur s'effondre soudainement lors d'un déjeuner avec des amis, victime d'une crise cardiaque. Il avait à peine 41 ans. Ce jour-là, le ciel du Pacifique était clair et calme, mais la nouvelle de sa disparition allait bientôt assombrir la France entière. En quelques heures, les radios interrompent leur programme pour diffuser ses chansons. Les voix des animateurs tremblent en annonçant que l'interprète de l'été indien n'est plus. Joe Dassin n'était pas seulement un chanteur populaire, il faisait partie de la vie quotidienne de millions de Français. Né à New York en novembre 1938, fils du réalisateur Jules Dassin et de la violoniste Béatrice Launay, il grandit entre deux cultures. Arrivé en France après la guerre, il étudie à l'université de Grenoble avant de se tourner vers la musique presque par hasard. Sa voix douce et chaleureuse, son charme tranquille et ses textes simples mais sincères séduisent rapidement le public. Dans les années 70, Joe Dassin devient l'un des symboles de la chanson française. Les chants, Élysée, et si tu n'existais pas, Salut les amoureux, autant de titres qui traversent le temps et les frontières. Ses disques se vendent à des millions d'exemplaires, ses concerts attirent des foules immenses. En France, en Belgique, au Canada, il est accueilli partout avec la même affection. Derrière son sourire, il restait pourtant un homme pudique, parfois mélancolique, attaché à la discrétion et à la sincérité. Ces dernières années furent marquées par une fatigue croissante. Les tournées incessantes, le stress et la chaleur tropicale de Tahiti ont eu raison de sa santé fragile. Pourtant, il continuait à chanter, à écrire, à rêver de nouveaux projets musicaux. Le 20 août, son cœur a lâché au moment même où il riait avec ses amis. Une fin douce et brutale à la fois, comme une chanson interrompue avant le dernier refrain. Les obsèques ont eu lieu à Los Angeles, mais la France a rendu hommage à distance. Les journaux titraient « Le soleil s'est couché sur la chanson française ». Dans les cafés, les gens fredonnaient ses refrains comme pour retenir un peu de sa lumière. Joe Dassin avait ce pouvoir rare de parler au cœur sans artifice. Ses mots simples et sa voix sincère continuent d'accompagner les souvenirs d'été, les amours de jeunesse
et les instants de nostalgie que seule la musique sait ranimer. Si ces récits vous émeuvent, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des destins marquants du grand écran et de la chanson. Numéro 11, Michel Berger. Le 2 août 1992, à Ramatuelle, dans le sud de la France, le compositeur et chanteur s'effondre après une partie de tennis. Quelques minutes plus tard, il est victime d'une crise cardiaque. Il avait 44 ans. Ce jour d'été, ensoleillé et paisible, devient soudain une journée de stupeur nationale. La musique française perd l'un de ses créateurs les plus brillants, un homme dont les mélodies avaient su allier douceur et profondeur. Michel Berger, de son vrai nom Michel Hamburger, était né à Neuilly-sur-Seine en novembre 1947. Dès l'enfance, il baigne dans un univers artistique. Sa mère, pianiste, lui transmet très tôt le goût de la musique. À 10 à 8 ans, il compose déjà pour de grands noms de la chanson. Son talent singulier se reconnaît à la délicatesse de ses textes et à sa sensibilité mélodique. Il n'a jamais cherché le succès tapageur, préférant la sincérité des émotions à la mode du moment. Dans les années 70, il devient une figure majeure de la scène musicale française. Ses collaborations avec France Gall marquent un tournant. Ensemble, ils créent une alchimie rare, à la fois artistique et humaine. Le public les adore. Des chansons comme Si Maman Si, Résiste ou Ella, elles la deviennent des hymnes de toute une génération. Michel Berger savait parler de la vie, de la fragilité, de la quête de liberté avec des mots simples et des harmonies lumineuses. À la fin des années 80, il signe l'opéra rock Starmania, projet visionnaire qui réunit le théâtre, la chanson et la critique sociale. L'œuvre triomphe en France et à l'étranger. Elle révèle de nombreux talents et confirme son génie de compositeur. Mais derrière ce succès, il se montre souvent inquiet, perfectionniste, travaillant sans relâche. Ses proches se souviennent d'un homme d'une grande douceur, mais épuisé par le rythme de la création. Sa disparition soudaine bouleverse le pays. Les radios diffusent en continu ses chansons. Dans les rues de Paris, on entend résonner ses refrains comme un adieu collectif. Des centaines de personnes se rassemblent pour lui rendre hommage. Les artistes saluent un musicien d'exception, un poète du quotidien. Aujourd'hui encore, Michel Berger reste présent dans le cœur des Français. Ses mélodies continuent d'être chantées, ses mots continuent d'émouvoir. Chaque note rappelle un instant de vérité et de lumière. Son œuvre, à la fois intime et universelle, a transformé la chanson française en un art du sentiment, de la tendresse et de l'espérance. Numéro 12, Serge Reggiani. Le 23 juillet 2004, à Boulogne-Billancourt, près de Paris, l'acteur et chanteur s'éteint paisiblement à la suite d'une crise cardiaque. Il avait 82 ans. Ce matin d'été, les journaux français annoncent la nouvelle avec émotion. Les mots « Adieu poète » apparaissent partout. Serge Reggiani, figure essentielle du cinéma et de la chanson, laisse un vide immense dans le cœur du public. Né à Reggio Emilia, en Italie, en mai 1922, il arrive en France à l'âge de 8 ans avec sa famille. L'exil, la langue, la pauvreté, tout cela forge très tôt sa sensibilité. Il découvre le théâtre à l'adolescence et s'y engage corps et âme. Dans les années 40, il entre au Conservatoire de Paris et se fait remarquer par son intensité. Sa carrière au cinéma débute rapidement. On le retrouve dans Casque d'or, Les Misérables ou encore Le Doulot. Sa voix grave, son regard profond et son jeu intérieur le distinguent de tous les autres. Dans les années 60, il se réinvente chanteur. Boris Vian et Serge Gainsbourg lui écrivent des textes, mais c'est dans les chansons de Jean-Loup Dabadi qu'il trouve son plus bel écho. Le petit garçon, il suffirait de presque rien, Ma liberté deviennent des classiques. Reggiani chante comme on raconte une vie, avec pudeur et intensité. Chaque mot semble vécu, chaque silence résonne. En France, il devient une icône de la chanson à texte, aimé autant pour sa sincérité que pour son élégance mélancolique. Ces dernières années sont marquées par la solitude et la nostalgie, mais aussi par un profond respect du public. Il continue de chanter malgré la fatigue, trouvant sur scène une forme de paix. Son entourage parle d'un homme fidèle à lui-même, lucide, parfois blessé, mais toujours debout. Le 23 juillet 2004, son cœur s'arrête comme s'il fermait doucement le rideau. Les hommages affluent de partout. À la télévision, on rediffuse ses films et ses concerts. Les spectateurs redécouvrent un artiste complet, capable de passer du drame au sourire, de la tendresse à la douleur sans jamais trahir son authenticité. Serge Reggiani laisse une empreinte indélébile dans la culture française. Il a incarné le romantisme, la profondeur et la vérité des émotions.
Son œuvre continue d'émouvoir ceux qui aiment les mots, la poésie et la beauté des choses simples. Dans chaque chanson, dans chaque regard de cinéma, son âme semble encore chanter doucement à l'oreille du temps. Numéro 13, Rachid Taha. Le 12 septembre 2010 à Huy, à son domicile de Lilas, près de Paris, le chanteur franco-algérien s'éteint dans son sommeil à la suite d'une crise cardiaque. Il avait 59 ans. Ce matin-là, les médias français annoncent la nouvelle avec une grande émotion. En quelques heures, les réseaux sociaux se remplissent de messages d'hommage. Pour toute une génération, Rachid Taha n'était pas seulement un musicien, mais une voix libre, un symbole d'ouverture et de métissage. Né à Sig, en Algérie, en septembre 1958, il arrive en France enfant, avec ses parents ouvriers. Il grandit à Lyon, dans un environnement modeste, marqué par le travail et la solidarité des immigrés. Très jeune, il découvre la musique comme un refuge et une arme. Il écoute aussi bien les chansons de Jacques Brel que les rythmes chabis venus d'Oran. Cette double culture deviendra sa signature. Dans les années 80, il fonde le groupe Carte de séjour. Le nom à lui seul résume son message. Il chante l'exil, l'identité, la fierté d'être différent dans une société parfois fermée. Sa reprise de Douce France, chanson de Charles Trenet, devient un cri de réconciliation entre deux peuples, un pont entre la France et l'Algérie. Sa voix rauque, à la fois puissante et tendre, touche tous ceux qui l'écoutent. Après la séparation du groupe, il poursuit une carrière solo marquée par le succès international. Des titres comme Yaraya ou Barabara font danser les foules. Sa musique mélange rock, rail et sonorités électroniques. En France, il devient une figure respectée de la scène alternative. Il collabore avec des artistes comme Faudel et Khaled, formant le célèbre trio du rail moderne. Derrière l'énergie du chanteur, il y avait un homme simple, passionné, sincère. Il parlait avec franchise de la vie, du déracinement et de la liberté. Ses amis racontent qu'il ne séparait jamais la scène de la réalité. Chaque concert était pour lui un acte d'amour et de résistance. Sa disparition soudaine a provoqué une immense tristesse. Dans les rues de Paris et d'Alger, on a entendu ses chansons résonner comme un dernier salut. Des artistes de tous horizons ont rappelé combien il avait ouvert les portes de la musique franco-algérienne. Rachid Taha a quitté ce monde comme il l'avait vécu, dans la discrétion et la lumière. Sa voix, vibrante et indomptable, continue d'unir ceux qui croient à la force du partage et à la beauté de la différence. Numéro 14, James Gandolfini. Le 10 à 9 juin 2013, à Rome, l'acteur américain s'effondre dans sa chambre d'hôtel après une journée passée à visiter la ville avec son fils. Il est victime d'une crise cardiaque soudaine. À 51 ans, celui que le monde entier connaît sous le nom de Tony Soprano disparaît en pleine gloire. Ce soir-là, la télévision italienne interrompt ses programmes pour annoncer la nouvelle. En France, les cinéphiles et les amateurs de séries saluent l'un des comédiens les plus marquants de son époque. James Gandolfini était né à Westwood, dans le New Jersey, en septembre 1961, dans une famille d'origine italienne. Son père travaillait dans la construction, sa mère était secrétaire dans un lycée. De cette enfance simple, il gardera toujours une humilité rare. Avant de devenir acteur, il exerce plusieurs petits métiers, sans imaginer que son destin le mènerait à Hollywood. Il découvre le théâtre par hasard et s'y révèle immédiatement. Sa puissance intérieure et son regard mélancolique impressionnent metteurs en scène et réalisateurs. Sa carrière décolle au cinéma dans les années 90. On le remarque dans True Romance, Get Shorty et Crimson Tide, mais c'est en 1999 que sa vie change avec The Sopranos. Son interprétation du chef de famille complexe, partagée entre violence et tendresse, bouleverse les codes de la télévision. Le public français suit la série avec fascination. Derrière le criminel, Gandolfini dévoile la vulnérabilité d'un homme en quête de paix. Sa performance lui vaut plusieurs récompenses et une admiration mondiale. En dehors des plateaux, il reste discret, réservé, profondément humain. Ses amis le décrivent comme un homme généreux, attentionné, loin de l'image du personnage qu'il incarnait. Il soutenait des causes sociales, finançait des programmes pour les anciens combattants et encourageait les jeunes acteurs. Malgré la célébrité, il préférait la simplicité des repas en famille et des voyages tranquilles. Sa mort à Rome surprend tout le monde. Il était venu assister à un festival et préparer un nouveau tournage. Les hommages affluent du monde entier. À Paris, les cinémas projettent des épisodes de The Sopranos en sa mémoire. Les spectateurs redécouvrent la profondeur de son jeu, cette manière unique de faire sentir l'âme derrière le silence. James Gandolfini
restera comme un acteur de vérité. Sa voix grave, son regard fatigué, son humanité sincère ont marqué l'histoire du petit écran. Même après son départ, son œuvre continue d'inspirer ceux qui croient qu'un rôle, parfois, peut révéler la complexité du cœur humain. Numéro 15, Patrick Topalov. Le 7 mars 2010, à Paris, le comédien et chanteur s'éteint à la suite d'une crise cardiaque survenue dans son appartement. Il avait 67 ans. Ce matin-là, la nouvelle de sa disparition se répand rapidement dans les médias français. Pour beaucoup, c'est une page joyeuse de la chanson et de l'humour populaire qui se tourne. Patrick Topalov, avec son sourire espiègle et son énergie débordante, avait su apporter de la légèreté dans la vie quotidienne des Français. Né à Paris en décembre 1944, il passe son enfance dans une famille d'origine géorgienne. Curieux de tout, passionné de radio, il fait ses débuts comme animateur à Europe numéro 1 dans les années 60. Son humour spontané et sa voix reconnaissable entre toutes séduisent les auditeurs. Très vite, il se fait remarquer par des producteurs et se lance dans la chanson. Dans les années 70, il connaît un succès fulgurant avec des titres humoristiques comme « Il est interdit de sourire » ou « J'ai bien mangé, j'ai bien bu ». Ces chansons légères, pleines de tendresse et de malice, deviennent des tubes repris dans toutes les fêtes populaires. En duo avec Sim, il conquiert les plateaux de télévision, offrant un humour simple, familial, toujours bienveillant. Les enfants comme les adultes l'adorent. Son visage jovial, ses mimiques et sa voix rieuse en font un personnage à part du paysage artistique français. Mais Patrick Topalov n'est pas qu'un amuseur. Il est aussi un véritable passionné de musique et de théâtre. Il joue dans plusieurs pièces, participe à des émissions cultes et prête sa voix à des dessins animés. Derrière son allure comique se cache un professionnel exigeant, attaché à la qualité de son travail. Ses collègues disent de lui qu'il était généreux, ponctuel et toujours attentif aux autres. Les dernières années de sa vie sont plus discrètes. Il continue de se produire sur scène, fidèle à son public. Il plaisantait souvent sur le temps qui passe, disant que faire rire les gens était sa manière de rester jeune. Le 7 mars 2010, son cœur s'arrête, mais son rire reste vivant dans la mémoire collective. Son enterrement réunit de nombreux artistes venus saluer une figure attachante de la culture populaire. Les journaux titrent sur « L'adieu à un homme de joie ». Patrick Topalov laisse derrière lui un héritage de bonne humeur et de tendresse. Ses chansons continuent d'accompagner les moments de fête et rappellent qu'un sourire peut parfois suffire à éclairer toute une journée. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous aimez ces récits de vie, abonnez-vous pour découvrir les prochains épisodes. À très bientôt.